Bonjour Chantal. Bonjour. Tu es en forme? Oui, je suis en forme. Je t'ai vu à Québec au salon international du mieux-être. Oui. J'étais allé voir un petit bout de ta conférence, puis je t'ai trouvé pépé pas mal. Moi, quand je suis dans du monde, regarde, je carbure au monde. Ah oui? Je carbure au monde. J'ai souffert longtemps de carburer au monde, mais maintenant, maintenant c'est ma drogue. Okay. C'est vraiment ma drogue. Okay. Quand je suis dans le monde, là, je flotte, je vole. Ah ouais? C'est bon. C'est vraiment ma drogue. On parlait tout à l'heure, tu me disais que tu étais conférencière et... Et guide en libération de l'être. OK. Je t'ai veillé à ça. Quand est-ce que ça t'a pris, cette maladie-là? La maladie, ça a été de ne pas l'être. OK, oui. C'est vraiment... Moi, je suis née en pâte. Je suis née hypersensible. Donc, ça a été pour moi quelque chose que j'ai vécu comme de la vulnérabilité. C'est quelque chose que j'ai vécu comme de l'hyper-vulnérabilité, de l'hyper-fragilité, parce que ça m'a fait souffrir. Parce que les gens ne veulent pas, t'es un enfant, t'es hyper fragile, tu ris à pisser dans tes culottes, tu brailles à tout bout de champ pour rien, tu t'émeus de plein de choses. Des fois, ça t'appartient, des fois, ça t'appartient pas, puis tu te dis, ah, qu'est-ce que j'ai là? Les gens veulent pas voir que tu es fragile, puis des enfants, il n'y a pas plus méchant que des enfants. On cherche tout à se sécuriser en sécurisant notre environnement. Donc, si on est... donc, c'est ça, je suis devenue une petite fille qui se faisait jouer des tours, qui se faisait persécuter par les petits-enfants de l'entourage. T'es naïve. Oui, très naïve, très fragile, mais en même temps très enjouée. Donc, je fonçais tête baissée. Ils venaient me rechercher le lendemain, les trois petites filles qui me cherchaient le trouble à tout bout de champ. Ils venaient me chercher le lendemain, puis je retournais parce que j'étais contente d'être avec du monde. Oui. J'étais contente de... Alors... c'est ça, fait que à un moment donné, ben, c'est devenu vraiment je me suis dit, bon ben ok, si je montre que je suis fragile, si je montre que je suis vulnérable, ben je vais manger de mes bas toute ma vie. Puis là... T'as commencé à te protéger. J'ai commencé à me protéger, mais j'ai sorti la grosse artillerie, là. Ça a été vraiment un gros blindage. Ben, ma mère m'avait beaucoup enseigné ça, à se blinder, puis à pas laisser voir notre fragilité, puis à se laisser atteindre. Fait que j'ai développé une grosse carapace, je me suis cachée. Là, je suis devenue tout le contraire. Fait que je me battais dans les autobus. je me chavoyais. T'avais quel âge, là? Ah, j'étais au primaire, là. Je devais être en 3, 4, 5e année. Puis, je me battais dans les autobus. Ma soeur a dit à maman, ah, maintenant, elle va manger une taloche. Puis, je me battais avec des plus grandes aussi. Parce que les humains, quand on a peur, ouais. Soit on fige, soit on se sauve, soit on attaque. Fait que je me suis sauvée pendant un bout, j'étais essoufflée de courir parce que je figeais, tu sais. Puis là, maintenant, j'ai dit, bon, ben, regarde, on va me blinder, m'en sortir l'artillerie, puis m'attaquer. Donc, ça a été une période de ma vie où je me suis débattue beaucoup pour prendre ma place. J'avais une sœur aussi qui voyait ma fragilité, qui voulait me protéger. Ma mère voulait me protéger, ma soeur voulait me protéger. Je pense que mon père aussi n'était pas très présent, parce que mes parents sont divorcés quand j'avais 3 ans, fait qu'il n'était pas très présent, mais je pense que lui aussi voulait me protéger. Fait que ça fait quelqu'un qui apprend pas à se défendre. Quelqu'un qui est surprotégé, apprend pas à dire « ferme ta gueule », apprend pas à dire « lâche-moi tranquille » ou « arrête » puis à se faire obéir. Fait que, c'est ça. Fait qu'à force de me faire protéger, ben, tu te renfermes, tu t'en dis, ben, regarde, bon, à l'adolescence, ben, j'ai connu la scène. La scène. J'ai connu faire du spectacle. Donc, je faisais des spectacles de danse, des spectacles de nage synchronisé, des spectacles j'ai chanté sur une scène et tout ça. Puis, je me sentais bien. Je me sentais bien sur une scène. Tu pouvais t'exprimer? Ben, je pouvais parler, j'avais le droit à la parole.
Mais toute mon adolescence, je faisais 2, 3, 4, 5 pharyngites par année, incapable de parler. La voix partait. La voix partait. La voix partait. Puis, je pense que c'était en 2010 peut-être, ou dans ces eaux-là, j'ai perdu la voix pendant 6 mois de temps. Je vivais des situations très difficiles à mon travail. En tout cas, je percevais que j'étais persécutée par une collègue. Je vivais beaucoup de refoulement. C'était incroyable. Et j'avais déjà commencé à avoir beaucoup de douleurs physiques. Depuis 2006, j'avais commencé à avoir comme une espèce de ceinture qui me squeezait. Je l'appelais la ceinture, je l'appelais ma ceinture à l'époque. Avant que avant que j'ai la ceinture. Ouais. Ça fait toute la différence. Ouais. Puis, mais c'est bien que tu le mentionnes parce que les gens ne font pas la différence. C'est ça, dans la maladie. Quand on s'approprie quelque chose, elle reste là, mais quand tu l'éloignes dans le sens là au lieu de ma, ça éloigne. C'est ça. Donc, j'ai cheminé beaucoup parce que cette douleur-là est restée beaucoup longtemps. Ce que ça faisait, c'est que je me couchais le soir, je m'endormais, puis à partir de 2 heures du matin, la douleur me faisait tellement mal que j'étais incapable de respirer, incapable de bouger, incapable de me sortir de là tant que je ne réussissais pas à me lever. Donc souvent, j'étais sur le dos, j'avais les larmes qui coulaient, mais incapable de faire un son, de dire à mon chum, regarde, tu peux-tu m'aider à me lever, il faut que je bouge. Donc ça a été une période très, très difficile de ma vie. Donc j'avais beaucoup donc j'ai dormi assis pendant plusieurs années. Je dormis sur Lazy Boy. Des fois, ça nécessitait là, que, parce que des fois, je me réveillais entre 2 et 5 heures. Ça jouait entre 2 et 5 heures que je me réveillais complètement endolorie, incapable de bouger. Avec quel âge? Ça a commencé en 2006. Fait que j'avais, en 2006, je suis née en 73, 83, 93, 2003. J'avais une trentaine d'années, là. Okay. Ouais, c'est ça. J'étais au début de la trentaine, puis c'est ça. Donc, très endolorie, des problèmes de voix, des problèmes de la misère à avaler, de la misère à manger, de la misère à parler. La voix me partait, là. C'était ma marque de commerce, là. Le monde me voyait, ah, ta voix est encore partie. Tu sais, j'avais quasiment plus souvent la voix partie que la voix présente. Puis, au travers de ça, ben moi, à 20 ans, j'ai eu un enfant. Je suis tombée enceinte à 19 ans. J'ai eu une fille et je l'ai eue toute seule. C'est l'Immaculée Conception. Je l'appelle mon Immaculée Conception parce que, je l'ai eue toute seule. Oui, bon, c'est arrivé... pas dans les contextes idéaux, mais... c'est pas idéal, mais c'est pas normal pour la société. Je me sentais prête, moi, à avoir un enfant. Cet enfant-là a été une surprise. Parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, ça faisait comme 3 semaines que j'étais plus avec le géniteur. Fait que là, ça avait été comme, bon, OK. Mais j'avais envie d'avoir un enfant. Fait que là, je me suis dit, ben, garde, je vais avoir un enfant pour moi toute seule. Je me sentais prête. J'avais envie de revivre mon enfance à travers cet enfant-là, de le vivre avec elle. Et ce qui s'est passé, non seulement je me suis plantée parce que tu sais, je dis tout le temps que c'est la meilleure façon d'apprendre, mais j'ai appris en tabarnouche avec ma fille parce que tout ce que je croyais savoir m'a conduit et l'a conduit dans un monde de souffrance, beaucoup. Parce que je me suis, au lieu de plonger à pleine face, puis de rabattre l'enfant que j'avais pas été, parce que je m'étais trop blindée, je me suis enfermée dans une espèce de rôle de responsabilité. J'étais toute seule, donc il fallait que je trouve des sous. Donc, tu as 2 puis 3, puis des jobs, tu travailles jour et nuit, ça n'a pas d'importance. Tu travailles, tu donnes...
t'as envie de donner la meilleure éducation à ton enfant. T'as envie de faire de lui l'enfant le plus heureux du monde. T'as envie de ce que tu sais, tu as envie de transmettre au centuple parce que tu dis, hey, c'est ça qu'il faut, ben je vais le faire au centuple. Puis je me suis plantée solide parce que c'était pas ça qu'il fallait à un enfant, il fallait juste que j'écoute mon cœur. Mais c'est ça, en m'emprisonnant dans la prison de responsabilité, ben, j'ai passé à côté de toutes les petites joies que j'aurais pu vivre avec ma fille. Et ça, ben, ça m'a beaucoup bouleversée parce que, bon, tu deviens malade à travers ça parce que chaque fois que tu te rends compte de toutes les croyances que tu avais puis qui t'ennuient, puis que tu regardes ton enfant que tu voulais la plus heureuse du monde puis qui est brisée, ben, tu te remets sérieusement en question, puis de la culpabilité, tu t'interroges, comment ça se peut? Comment est-ce que je peux donner tout mon amour à mon enfant? Et qui se retrouve aussi brisé. La première dépression que j'ai vécue, mon entourage ne me connaissait pas comme dépressive, donc je l'ai vécue en cachette. Donc, pas de médecin, pas ma mère, même ma mère, elle l'a su juste quelques années plus tard. Il y a une personne qui s'en est rendu compte, puis c'était mon coloc, parce qu'il me voyait pleurer en écoutant les pierres à feu. Il me voyait manger du McDo, me nourrir que de McDo puis de ramen. C'était comme, excusez le branding, mais c'était, regarde, j'ai travaillé là 5 ans, fait que ça aussi, ça a été une belle drogue parce que j'étais tout le temps avec le monde, parenthèse fermée. Donc c'est ça. Fait que mon coloc s'est rendu compte, il m'a brassé la cage, il a dit, garde, ça va faire, là. Ça va faire, là. Tu vas manger, tu vas dormir, puis tu sais, la deuxième dépression que j'ai faite, c'était juste avant d'avoir ma fille. Donc j'avais 18 ans à peu près. Puis ça a été l'élément déclencheur, ça a été une peine d'amour, mais c'était pas avec le géniteur, c'était avec un autre. Encore là, je me suis fait à l'époque, je voyais ça comme je me suis fait voler mon chum. Ben, j'étais pas jaloux, j'étais pas possessive, qu'il m'ait trompée, ça me dérangeait pas. C'est de voir à quel point on vivait un amour que je qualifiais à l'époque de parfait. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, ça allait bien, on avait une belle complicité à tous les niveaux. Puis, tout à coup, il y a une personne qui arrive, qui choisit qu'elle veut cet homme-là, et elle se l'approprie. Et tout à coup, l'univers vire de bord. OK. Fait que... Mais t'apprenais à travers tout ça. Là. Oui. T'étais en train de magasiner. Oui, j'apprenais. J'étais une... J'appelle ça avoir je suis une gourmande évolutive. OK. J'avais une curiosité évolutive insatiable. OK. Donc, oui, les dépressions que j'ai vécues, je les vivais beaucoup dans l'observation de moi. J'étais vraiment... même à 15 ans, je raconte dans une de mes conférences, quand je me suis fait agresser sexuellement, même ce phénomène-là que j'ai vécu, je l'ai vécu de l'extérieur. J'étais tellement blindée que quand c'était trop physiquement, que je me disais non, je vais bien trop souffrir. Sortais de ton corps. Tu sais, les souvenirs que j'ai de l'agression sexuelle que j'ai vécue, je la vois comme ça. J'étais sur le dos, mais je la vois comme ça. Les images, toutes les images que j'ai, c'était comme si j'étais là, puis que je me regardais. Je me dis, tu sais, c'était comme, oh, ça se corse, pouf. Je me sauvais pas physiquement, je me sauvais intérieurement, je me sauvais. Fait autant quand les dépressions, tous les événements que je vivais, même une fois le feu il a pogné chez nous. J'étais petite, là, je devais être peut-être en 4e année ou juste dans ces eaux-là. Puis le feu il a pogné chez nous, on mangeait de la fondue, le feu pogné. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis installée dans le salon puis je riais.
Puis là, je regardais ma soeur qui essayait d'arracher l'extincteur. Je regardais ma mère qui essayait d'éponger avec les napkins sur la table. Puis je regardais mon beau-père qui essayait de décrocher le lave-vaisselle de la prise du lavabo pour générer de l'eau. Puis moi, j'étais dans le salon, puis je riais. Donc, j'étais comme pas totalement là. C'était pas incarné. Je m'observais. J'observais. Puis, c'est ce qui a fait que j'ai été capable, au niveau, quand je faisais des dépressions, puis quand j'ai vécu la 3e dépression, ben, chaque fois, je m'observais encore plus. La grossesse que j'ai vécue avec ma fille, ça a été... Wow, ça a été vraiment... J'écoutais tout ce qui se passait en dedans de moi. J'écoutais, avant de manger, je me demandais, est-ce qu'on a envie de manger ça? Ça a été beaucoup quelque chose qui m'a permis d'écouter mon corps, de me reconnecter avec mon corps. Ma grossesse, ça a été vraiment une grosse connexion avec mon corps, d'explorer tout ce que je pouvais, toutes les vibrations que je pouvais ressentir, qui émanaient pas de moi, mais oui de moi, parce que c'était une relation. Je pense que ça a été la première relation que j'ai vraiment eue avec quelqu'un, où est-ce que je me permettais d'être complètement dans mon corps puis connectée. C'est à travers cette grossesse-là que j'ai vécue que je me suis connectée avec ma fille. Merci, Darren, merci. Donc, ça a été vraiment une grossesse merveilleuse que j'ai vécue. Tellement, c'est sûr qu'au début, bon, j'avais des nausées, j'avais des nausées, mais il y a comme un tapis rouge qui s'est déroulé devant moi quand j'ai choisi de... Premièrement, c'est un des premiers grands choix que j'ai fait pour moi, à l'encontre de tout ce que les autres disaient. Tu sais, t'as toutes les autres qui disent, voyons, t'as 19 ans, t'as pas de bon sens, tu peux pas avoir un enfant, t'as même pas une job sur le sens du monde, je travaillais chez McDonald's, on s'entend que c'est pas les gros revenus à l'époque. À l'époque, tu sais, je gagnais, je pense, c'était des pinottes, là, je pense que j'étais à 4,35 $ ou quelque chose du genre. Donc, puis là, t'as tes amis qui disent, ben t'es folle, ta jeunesse, qu'est-ce que tu vas faire de ta jeunesse? Ta mère qui dit comment tu vas faire pour arriver. Tu sais, tout le monde te dit que ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je voulais cet enfant-là. J'avais envie de cet enfant-là. Puis ça a été le premier vrai choix que j'ai fait pour moi, que j'ai vécu à 100%. Puis ça a eu quoi? Ça a fait un tapis rouge en avant de moi. Ouais, c'est ça. Le tapis rouge, c'est quoi? Le tapis rouge, c'est... Tout s'est placé. J'ai rencontré la journée même où est-ce que j'ai appris que j'étais enceinte, là, que j'étais à la pharmacie avant de rentrer travailler, puis qu'ils m'ont dit « T'es enceinte, madame? » Puis que là, t'es... Là, tu regardes, « Ben, êtes-vous contente? Oui! » C'était comme l'instant choc, puis là, pouf! Fait que, oui, je suis contente. Fait que là, je suis rentrée travailler totalement survoltée, totalement emballée. Hey, je vais avoir un bébé, je vais avoir mon enfant. Tu sais, c'était comme... Puis, quelques semaines auparavant, j'avais rencontré un gars par l'intermédiaire d'une amie. Puis, tu sais, cette personne-là a eu ça m'a donné accès à une autre personne qui m'a donné une facilité pour acquérir toutes les ressources que j'avais besoin pour subvenir aux besoins de ma fille. Okay. Donc, je sais pas si c'était mon tapis rouge ou le tapis rouge de ma fille, mais l'effet a été le même, c'est que tout s'est placé pour que ça aille bien, pour que j'aime cet enfant-là. J'étais en appartement, j'ai réussi à sous-louer comme ça juste après un mois, je pense, j'ai réussi à sous-louer pour aller habiter en bas chez mon père, tout ça. Donc, je me suis rendu compte qu'en faisant des choix, oui, c'est ça, en accord avec moi-même, exact. Il y a un phénomène de tapis rouge qui se déroule. Tandis que j'avais eu tant de misère en essayant de marcher comme on me disait de marcher. Fait que... Ah, intéressant comme concept. C'est important ce que tu viens de dire. C'est très important parce que je me suis rendu compte... Parce que là, tu viens de conter toute une histoire pour en arriver à dire que
de ne pas marcher comme tout le monde voulait que tu marches, que tu as fait un choix, que quand tu as décidé de faire ce choix-là, peu importe l'histoire, la vie t'a placé, tu appelles ça le tapis rouge, toi? Oui, c'est ça. J'appelle ça le tapis rouge parce que je me suis écoutée, puis tout s'est placé. Je savais pas comment j'allais faire pour gagner de l'argent, pour subvenir aux besoins de ma fille. Je savais pas où est-ce que j'allais habiter. Je savais pas comment j'allais éduquer mon enfant. J'avais des ressources que je me disais, regarde, je vais faire ça comme ça, mais je pensais pas au comment. Puis c'est ça. Ça a été un gros apprentissage parce que je me suis rendu compte que quand on ne sait pas comment, mais qu'on fait comme on le sent, qu'on fait ce qui nous inspire, ce qu'on a envie, ce qui nous palpite, ça se place tout seul. Parce que c'est pas le mental qui interfère à créer ce qu'on pense qu'il faut que ça... Tu sais. Donc, ça a été un gros apprentissage pour moi. Je suis menée à travers l'enfant puis tout ça. Ça n'a pas empêché qu'au niveau éducatif, j'avais pas ce qu'il fallait, puis encore là, j'ai pas écouté ce que... J'ai pas écouté mon cœur, parce que j'élevais ma fille beaucoup avec des croyances. Après la dépression, je voyais que j'avais plus besoin des pilules. Je voyais que j'étais comme plus en dépression. Et j'ai dit, là, il y a quelque chose qui marche pas, là. Faut que je retombe en dépression. Non, je me suis dit, comment ça que ça marche pas? Je suis allée voir mon doc, j'ai dit, envoie-moi dans la psychiatrie. Wow. J'ai dit, il y a quelque chose qui marche pas. Je fais des dépressions aux 3 ans. Puis je suis une fille, demande à n'importe qui me connaît, je suis une fille heureuse, une fille qui pète le feu, je suis une fille joyeuse, joviale. Tu sais, j'aime la vie. Tu sais, j'ai vécu des choses, j'aurais pu avoir des idées suicidaires ou n'importe quoi, mais non, j'aimais la vie. Aussi down que je pouvais être, même en écoutant les pierres à feu, en pleurant. Tu sais, j'étais une amoureuse de la vie, pareil. Fait que, je disais à mon doc, je dis, garde, envoie-moi dans la psychiatrie, il doit y avoir quelque chose, un dysfonctionnement dans ma tête, dans mon cerveau qui marche pas. Fait que, je suis allée en psychiatrie. Et j'ai eu mon étiquette. J'étais bipolaire. Ta-na-na-na. Donc là, j'avais mon étiquette. Touc! J'avais la posologie avec ça, tout le package de pilules. Fait que là, t'essayes une sorte. Après ça, t'essayes l'autre sorte parce qu'elle a des effets secondaires. Puis c'est pas l'idéal. T'essayes l'autre sorte. T'essayes la sorte, mais t'as un autre qui te donne, qui contre tes effets secondaires. Puis ça. Fait que j'ai expérimenté les pilules. Puis là, ben, j'ai dit... Les pilules et l'étiquette. Ouais, l'étiquette. L'étiquette. Donc, j'ai expérimenté l'étiquette. J'ai expérimenté le confort que ça peut faire de savoir ce qu'on a. Mais moi, j'ai décidé de changer. Je dis, bon, je le sais, peux-tu passer à d'autres choses? Fait que ce que j'ai fait, je me suis dit, ça doit venir de quelque part, ça. Donc, j'ai rentré dans moi, j'ai refouillé dans comment est-ce que... Tu sais, c'est comme le phénomène de l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Qu'est-ce qui arrivait en premier chez moi pour que la Terre est bipolaire, les batteries sont bipolaires, tout est bipolaire. On a tout un biorhythme. On fait tout ça. Pourquoi que monter trop haut ou descendre trop bas deviendrait pas bon? Une bonne question, ça. Fait que je me suis dit, ça marche pas. C'est pas parce que je monte plus haut que je descends plus bas. Fait que là, je me suis dit, c'est-tu parce que je monte trop haut que après ça, je descends bas? Ou c'est quoi que... C'est-tu parce qu'à un moment donné, j'ai descendu trop bas que j'ai eu besoin de monter haut? Ouais. Donc, ça m'a poussé à beaucoup me questionner sur la source. Il est où le problème? Il est-tu de monter ou de descendre dans mon cas? Ouais. Moi, j'ai la réponse. Ouais, ben, je l'ai trouvé parce que je suis plus bipolaire. Ben oui, je suis encore bipolaire, on l'est tous, mais je prends plus de médication depuis plusieurs années. Là. J'ai choisi de vivre différemment, d'accepter, puis de fonctionner avec mon mode de fonctionnement. Que moi, je montais plus haut, puis que je descendais plus bas. Donc, j'ai choisi de canaliser mes choses. Alors, mais c'est ça, à l'époque, comment j'ai fait pour trouver ça? Ben, je me suis dit, crème, je me freine tellement.
je me freine, parce qu'on m'a dit que ça n'a pas de bon sens de rire, puis de faire... Ça n'a pas de bon sens de faire ça en plein souper dans la famille. Ça n'a pas de bon sens de faire ça. J'avais vraiment, autant dans ma famille que dans mon entourage, ma spontanéité excessive. D'éclater. Qui était de faire n'importe quoi quand j'avais envie. Ben, ça passait pas dans le moule. Donc, je me suis tellement freinée dans tout ce que j'étais, puis dans tout ce que je faisais, puis dans toutes mes pulsions. Si j'étais une artiste, je suis encore une artiste, j'aime être une artiste, mais ma sœur est une artiste extraordinaire, que moi je qualifie d'extraordinaire. Je me disais, ça vaut pas la peine que je sois une artiste si je suis pas aussi bonne que ça. Ouais. Donc, je me donnais pas la peine d'être une artiste. Ouais. Je chantais, ma soeur chante, ma mère chante, mes parents chantaient. Dans ma famille, on chante, on est des musiciens. Et je chantais, mais je me disais, ben, je suis pas aussi, tu sais, je réussis pas à aller faire des spectacles d'aussi grande envergure que ma soeur, donc j'ai pas de place pour être une chanteuse. Donc, je prenais pas ma place. Je m'affirmais pas. Je me donnais pas le droit d'être moi-même. Fait que là, ben, j'ai pris de la boisson, j'ai pris de la drogue, j'ai pris toutes sortes de choses. Puis pendant ce temps-là, je pouvais faire toutes les espèces de débilités que je pouvais avoir envie de faire. Dire n'importe quoi Mais à n'importe qui. t'en étais-tu consciente? Quand t'étais chaude, là? J'étais semi-consciente. OK. Je me suis amusée, là, regarde, je m'en suis donné à cœur joie. Là. OK. À cœur joie, là. Puis je me suis trouvé des gens qui m'acceptaient même quand j'étais chaude. Même quand j'étais gelée. Puis que je faisais des conneries pas de classe. Merci. Vous savez à qui je parle. Tom, tu sais que je parle de toi. Natacha, tu sais que je parle de toi. Des amis. Caro. Des amis qui m'ont accepté malgré tout le mal que j'ai pu leur faire, malgré le mal que les comportements. Ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Même Gino. J'ai fait des choses que, my God, tu sais, tu dis ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, tu dis, ben écoute, là, l'illusion du contrôle, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai combiné justement la médication. Ben, je me disais, avec ça, je tomberais pas, je partirais pas trop. Puis là, ben, l'alcool faisait que ça enlevait le trop de contrôle des pilules, puis que là, ben, je pouvais m'échapper un peu. Tu sais, fait que c'était comme... C'est l'illusion du contrôle qui a fait là. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, bon, OK, choisis de fonctionner différemment. Je me rends compte que j'ai besoin d'être moi-même. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin d'être folle. Je veux être moi. J'ai besoin d'être moi. C'est juste ça. Mais tu comprenais-tu, c'était quoi, toi, à ce moment-là? Oui, c'était... Ouais. J'incarnais la spontanéité. Okay. C'est ce que j'étais. Ma mère m'a toujours appelé son petit rayon de soleil parce que j'étais une joie de vivre. J'étais spontanée. Mais on m'a tellement convaincue que c'était pas une bonne idée, qu'on était trop vulnérable quand on faisait tout ça, que je pouvais pas. Donc, être moi, c'était d'être spontanée, naturelle. Donc, j'ai arrêté de m'emprisonner. Je me suis donné le droit d'être moi-même. Comment t'as fait ça? Ben, premièrement, j'ai fait un choix. Bon, oui, tu sais, je me suis dit, regarde, je ne veux plus dépendre des pilules. Bon. Je connais la source. Je connais la source de mon bobo. Je vais soigner mon bobo. Mais là, ces médicaments-là, il y a un phénomène de carence qui se produit, que si tu arrêtes, ben, inévitablement, soit tu chutes, soit tu repars en hype, dépendant des gens. Donc, j'ai dit, je vais faire ça quand même sur le sens du monde. Donc, j'ai eu recours à des produits naturels, l'homéopathie.
pour faire la compensation physique de la chimie. Je ne ferai pas ça en débile d'arrêter, ça ne me donne rien. J'ai eu besoin d'une béquille. En même temps que je vais cheminer à l'intérieur de moi pour me libérer moi, ben je vais libérer mon corps de son... J'ai su par après que c'est un phénomène de... C'est un phénomène que le subconscient ne peut pas juste enlever quelque chose, il faut qu'il remplace. Donc, je l'ai su par après, mais c'est ça. Donc, au niveau de la médication, j'ai coupé graduellement. J'ai fait ça avec du soutien. Puis là, j'ai eu recours à toutes sortes de ressources, à l'hypnose. L'hypnose m'a beaucoup aidée. Merci à mon hypnothérapeute. J'étais allée voir une kinésiologue qui parlait directement avec mon corps. Donc, j'avais plus cet accès-là. Donc, j'ai besoin d'aide pour recommuniquer avec mon corps. Je me suis donné le droit d'aide, premièrement, en recommençant à dessiner. Je me suis mise à chanter aussi à travers de ça. Je travaillais dans un bar, puis il y avait des chansonniers, fait que j'allais chanter. Et je me sentais bien. C'est ça, fait, je me suis mis à faire du dessin, explorer toutes sortes de matières, puis tout ça, puis à me donner le droit que, regarde, est-ce que je suis contente de mon dessin? Est-ce que je suis contente de ma peinture? Est-ce que je suis contente des meubles que je conçois? Est-ce que, je me suis mis à faire des meubles, j'ai même conçu un sapin de Noël qui se plie comme un livre parce que je voulais pas avoir un sapin naturel parce que pour les contraintes que ça donne. Je me suis dit, regarde, je vais faire je me suis mis à créer. Je me suis mis à me laisser libre cours à ce que j'étais, puis à me comparer seulement à moi-même. À ne plus me comparer à ma soeur, à ne plus me comparer à... Tu sais, c'est quoi de se comparer? C'est quoi? C'est juste... Puis en plus, on est niaiseux, on se compare tout ça à mieux. On n'a pas l'idée de se comparer à pire. Mais si tu veux te comparer, compare-toi donc autant à mieux qu'à pire pour te faire une échelle qui va monter avec toi. La comparaison, là, yark, caca, ça pue. C'est nocif. C'est pas bon. C'est nocif. La seule personne avec qui on peut se comparer, c'est avec nous-mêmes. Est-ce que je suis satisfaite de mon dessin? Est-ce que je pense que je peux faire mieux? Est-ce que j'ai envie de faire mieux? Oui, j'aurais pu, mais ça aurait pris du temps, puis je suis paresseuse. D'accueillir la paresse. Je me suis permis d'être paresseuse. Je suis très paresseuse. Ah ouais? Je suis très paresseuse. Mais c'est une autre affaire, je ne me donnais pas le droit. Donc, j'ai accueilli ce que j'étais. Oui, mon dessin ou ma toile ou ma peinture ou peu importe l'œuvre que je décidais de créer, est-ce que je l'aime? Oui. Est-ce que je vais faire mieux la prochaine fois? Sûrement, parce que je me suis rendu compte qu'il était top. Est-ce que je pourrais le faire maintenant? Non, je suis paresseuse et je choisis d'arrêter cela puis de me contenter de mon dessin que je trouve poche. J'ai commencé par accepter ce que je faisais tel qu'il était, en observant dans quel état j'étais quand je l'ai faite, en observant dans quel état je l'étais quand je l'observais, en observant mon degré de vouloir. De bien-être. De vouloir. J'avais envie. Puis là, je me suis mis à faire des barbeaux, carrément. De la diarrhée artistique. Fait que là, je faisais ma diarrhée artistique. Fait que là, ça sortait tout croche. Je disais, bon, ça m'a-tu fait du bien? Oui, ça m'a fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien. J'ai pris un crayon dans mes mains, puis j'aime ça, avoir un crayon dans mes mains, puis j'aime ça, faire du gris. Donc, je me suis mis à faire du barbouillage. Je me suis mis à prendre n'importe quel morceau de bois, ou de dessin, ou de carton, puis à faire du n'importe quoi. Puis à accepter que je faisais le choix juste de garrocher. Puis après ça, j'ai développé, j'ai dit, mais ça, j'aime ça vraiment, j'ai envie de devenir optimale dans ça, puis j'ai développé des capacités dans ça. En quoi? Ça m'inspirait suffisamment pour que ma paresse se transforme en passion. Oui. C'est bon. Tu sais, au lieu d'être paresseuse, je me dis, si ça me passionne suffisamment, la paresse, je m'en rendrai plus compte. Non, ça existe va se faire tout seul. Donc, je suis devenue une passionnée.
de faire ce que j'ai envie. J'ai appris à m'apprécier, j'ai appris à être bien avec moi-même, à être sereine pour moi et par moi. Puis ça a été parmi les plus beaux cadeaux que je me suis fait. Et je me suis dit, ben là, j'ai envie de partager ça avec quelqu'un. J'ai envie de rire avec quelqu'un. J'ai envie d'être ce bien-là, mais avec quelqu'un d'autre qui va avoir une même plénitude, un même pour qu'on soit deux entités complètes qui ont du bonheur ensemble, au lieu de vivre une fusion qui crée une dépendance que quand la moitié s'en va, t'es dans la merde. C'est pas ça. En tout cas, moi, l'amour que j'ai dit, là, qui est parti, je l'ai vécu comme ça. Ça a été comme... C'était beaucoup trop fusionnel comme amour parce que là, je m'aimais pas encore suffisamment pour être... Donc, là, je me suis dit, je suis prête. Je suis prête à partager ce bien-être-là avec quelqu'un. Ça a pris quelques semaines, peut-être 2-3 mois. Ça a été presque instantané, puis j'ai rencontré l'homme de ma vie. Il était loin, là, j'avais pas mis ça dans mes calculs. Il était loin, parce que moi j'étais à Québec et lui c'est un beauceron. C'est pour ça que je suis rendue une Lauselloise d'adoption. Parce que j'ai rencontré mon amour sur Internet. J'ai rencontré mon amour sur Internet et ça a marché. Mais je cherchais pas ça. À l'époque, je cherchais pas ça parce que vu que bon, j'avais arrêté ma médication, j'avais arrêté d'avoir une vie excessive parce que je canalisais à mesure. Ben, je cherchais à me refaire un cercle d'amis qui avaient des passions différentes. L'art, le billard, les quilles. Donc, j'allais sur Internet pour rencontrer du monde avec qui me divertir sans... Fait que, puis finalement, ben, ça a fini que ça a été l'amour, ça a été le coup de foudre avec les deux. Et donc, on s'est connus au mois d'avril et au mois de janvier, je tombe enceinte. Ça a été vraiment très rapide. Et j'avais donc 12 ans, j'avais 11 ans depuis que ma fille avait grandi. J'avais appris beaucoup. Et donc, j'ai eu mon fils que j'ai choisi d'élever à des années-lumière de ce que j'ai fait. Mais j'ai élevé ma fille avec mon cœur, mais dans des croyances. Là, mon fils est rendu à 11 ans et je vois que d'élever son enfant avec son cœur et qu'avec son cœur fait toute la différence. Et non d'incroyance. C'est ça, et non dans les croyances. Donc, je suis partie de... Lui, il est proche de sa source. Lui, il sait qu'est-ce qu'il faut. Lui, il a déjà tout en lui ce qu'il lui faut pour être capable de fonctionner. Ben, je vais lui laisser me le dire. Il pleure, c'est parce qu'il a un besoin. C'est moi qui est là pour répondre à son besoin. Donc, je me suis mis à être très, très, très à l'écoute de mon enfant. J'ai dit, il va me le dire, qu'est-ce qu'il a besoin. Il sait. Il sait. Au lieu de contrôler. Donc, je me suis mis à écouter ses pleurs, puis à faire le discernement entre un pleur de couche, un pleur de pipi, un pleur de caca, un pleur de j'ai faim, un pleur de je suis fatiguée, un pleur de j'ai peur, un pleur de... Donc, être suffisamment à l'écoute pour faire la différence. Puis de toute façon, les mères le savent, on finit par faire des discernements. Mais j'étais vraiment très centrée sur il faut me le dire ce qu'il a besoin. Fait que ça a donné un enfant qui s'écoute. Je l'ai écouté, puis je me suis écoutée. Donc, ça a fait un enfant qui aujourd'hui s'écoute. Julien est un enfant, lui aussi empathe. C'est un enfant de cristal, donc il perçoit avec un turbo. Moi, je perçois beaucoup les gens, mais lui, il perçoit énormément les gens. C'est assez époustouflant. Donc, là, il apprend
à dealer avec ça parce que là, il s'en rend compte, il découvre cette capacité-là, puis là, il est en train de choisir de s'y connecter ou pas. J'ai dit, tu as toujours le choix. C'est un choix qu'on fait. Moi, j'avais fait le choix de ne pas me connecter et ça m'a rendu malade. Donc, un jour, j'ai jugé que ce serait bon pour moi de faire le choix de me connecter. Connecté. Aux gens, à mon entourage, au lieu de me protéger puis de voir juste ma vulnérabilité, ma fragilité et tout ça. J'ai choisi de me connecter aux gens et de les aider. Je suis capable de percevoir comment ils se sentent. Je suis capable de percevoir leur douleur, leur peine, leur joie. Je vais me connecter à ces gens-là puis je vais les aider. Donc, Ça t'a amené à... ça m'a amené à devenir guide. Guide en libération de l'être. OK. Parce que je suis devenue, je me suis rendu compte que ma drogue, c'était les gens. Pourquoi j'avais ce don, cette capacité-là, cette facilité-là à me connecter aux gens, c'est parce que j'avais un rôle à jouer. J'avais un rôle à jouer. On existe tous. On a tous un impact sur les autres. On a tous un... Puis ça, c'est qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, là. Puis on ne sait même pas quel impact qu'on a. On est au travail, on est dans la famille, on est n'importe où. On a un impact sur les gens dans la mesure où ils choisissent de percevoir quelque chose de nous. À travers nous. À travers nous. Donc, ils perçoivent des choses de nous. On n'en a aucun contrôle. Ça se fait dans l'inconscient. Souvent, la personne qui nous perçoit, elle le fait en conscience, en inconscience, peu importe. Nous, on émet sans savoir c'est quoi. Donc, j'ai choisi de le faire en conscience. J'ai fait le choix de donner de l'envergure, de donner une présence, de jouer mon rôle à 100%. Puis de choisir quel rôle je voulais jouer dans cette unité-là. J'ai découvert ça à travers mon cheminement suite à l'agression sexuelle que j'ai vécue. Ça a été très drôle, on peut-tu dire drôle, de vivre un tel éveil à travers quelque chose d'aussi pénible. Comment est-ce qu'on peut transformer, j'ai découvert comment est-ce qu'on peut transformer des choses que des fois on pourrait dire c'est la pire chose qui m'est arrivée en la plus merveilleuse chose qui m'est arrivée. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, ça s'est pas passé en 2 semaines, là, on s'entend. Ça s'est passé sur quelques dizaines d'années. Plus d'une vingtaine d'années. J'ai vécu toutes sortes de choses. Premièrement, bon, c'est sûr qu'on vit le rejet, on vit le dédain de soi. Je suis sale, je suis polluée, je ne mérite pas n'importe qui peut servir. Tu sais, j'ai traversé toutes sortes d'étapes. Après ça, tu dis, bon, c'est du passé m'a avancé. Après ça, tu finis quasiment par oublier. Mais tu sais, t'es confronté parce que, veux pas, ben, avoir des relations sexuelles, ben, on en a d'autres. Après, on n'arrête pas là. Donc, tu sais, t'as des positions qui font que, oups, ça te replonge dedans. Fait que là, tu te fais comme titiller par... Puis là, ben, tu croises la personne dans un centre d'achat. Ou tu croises la personne en provenant en ville parce que c'était quelqu'un que tu connaissais. Donc, Puis, pourquoi? J'avais pas envie. J'avais envie de croiser cette personne-là, puis que ça m'affecte plus. Pourquoi que ça m'affecte encore? Ça date de 10 000 ans, là. Comment que ça peut m'affecter encore? Donc, j'ai regardé qu'est-ce que j'ai vécu à l'état brut. Je me suis dit, et si, avec tous les apprentissages que j'ai fait toute ma vie, voyant tout ce que ça pouvait apporter, je me suis plantée solide avec ma fille, puis aujourd'hui, tu sais, ma fille m'aime, puis je l'aime, puis on est très proches, mais on a vécu une période dure. J'ai vécu la médication, j'ai vécu toutes sortes de choses, puis crème, on apprend.
je me suis dit, je dois avoir quelque chose à apprendre. Qu'est-ce que je peux apprendre d'une expérience comme ça? T'avais quel âge quand tu réfléchissais à ça, là? À propos de l'agression que j'ai vécue, Ouais. ça doit faire 5-6 ans. Là, OK. puis je me suis mis à m'interroger Ouais, sur ça. OK. Comment est-ce que... tu sais, ben, je suis allée Transformer voir ça. Ouais, comment transformer ça? Ben, je suis allée voir son profil sur Facebook, puis je me suis dit, hey, il y a des enfants maintenant. Il doit avoir peur que ses enfants vivent ça. Tu sais, comment... Puis, je me suis posé juste une question très simple. Et si? Et si j'avais besoin de vivre ça? Et si ma fucking curiosité évolutive m'avait poussé vers ça? Si j'avais parfaitement, inconsciemment, créé cet événement-là pour expérimenter ça et un jour aller les gens à passer à travers ça. Puis que j'avais la capacité de passer à travers ça. Parce qu'il y en a qui s'en remettent pas de ça. Ben là, je t'écoute parler, puis je connais des gens qui ont 60 ans, puis ils sont encore dans le traumatisme de ça. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, et si j'avais besoin de ça? Puis ça a fait comme un espèce d'effet de tac au tac, des machines à boules. Tout. J'ai dit, oh, si j'avais besoin de ça, j'avais besoin de quelqu'un pour faire ça. Puis dans ma tête à moi, quelqu'un qui agit comme ça, c'est quelqu'un de souffrant. Quelqu'un qui est dans toute sérénité puis qui va super bien. Il m'a dit, faut que tu sois avancé pour penser de même. Là. Mais c'est la réalité qui m'a frappée en pleine face. Talk! Un mur. J'avais besoin de quelqu'un d'aussi souffrant. Peu importe comment ça avait été généré. Peu importe. Ça peut être en recevant des coups de pied au cul, ça peut être juste parce qu'il a manqué d'amour, juste parce que il ne sait pas comment demander. Il peut y avoir une multitude de choses qui ont mené cette personne-là à souffrir suffisamment pour se servir de quelqu'un d'autre. Ça m'a frappé fort parce que je me suis dit, on était deux personnes souffrantes qui cherchaient des réponses. On était deux personnes souffrantes. En détresse, qui cherchaient à comprendre des choses, qui cherchaient à vivre des choses. Fait que je lui ai dit merci. Premièrement, j'ai vécu, oui, de la culpabilité d'avoir eu besoin de quelqu'un d'aussi souffrant pour mon apprentissage. Donc, je me suis pardonnée à moi parce que je voyais que j'avais eu besoin de ça. Donc, je me suis pardonnée à moi. Puis après ça, ben, je me suis pardonnée et je lui ai dit merci d'avoir accepté de jouer ce rôle. Pas en personne, on s'entend que ça fait tu fais au niveau vibratoire et dans un niveau de conscience. Donc, je lui ai dit merci d'avoir accepté de jouer ce rôle-là dans ma vie. Je lui ai demandé pardon parce que veux pas, quand j'ai été blessée pour ça, ben j'en ai parlé à du monde, puis j'avais envie que tout le monde le méprise. Je comprenais pas qu'il pouvait avoir des amis, ce gars-là, puis que moi j'en avais pas. Il y a plein de choses qui se sont passées en moi à ce moment-là, qui a engendré une vibration tellement négative et ben pas bonne. Pas bonne. Tu sais, j'ai envoyé de la méchanceté, j'ai envoyé de la colère, j'ai envoyé de la jalousie, je vibrais sur une vibration malsaine. Puis je lui ai dit merci d'avoir accepté de jouer ce rôle-là dans ma vie. Je lui ai demandé pardon d'avoir eu besoin d'avoir eu besoin de quelqu'un qui souffrait autant. Et le jour où j'ai ressenti ça avec une telle sincérité à l'intérieur que j'en vibrais et que j'en ai pleuré, je lui ai dit merci.
je me suis acceptée dans cet apprentissage-là, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve assez... je me suis réveillée, j'en shakeais, j'étais émue, j'avais un sentiment de légèreté, de sérénité incroyable. Dans mon rêve, j'étais avec lui, dans un lieu public, peu importe. Il était à côté de moi. Il est plus grand que moi, beaucoup. Il était à côté de moi, je le regardais. Puis lui, il était comme ça, puis j'avais ma main comme ça, sous son bras. Je le soutenais. Je l'ai regardé avec de la douceur, puis il m'a regardé dans les yeux. Puis j'ai vu toute la fragilité, toute la tendresse, tout ce que moi, je recherchais désespérément à cette époque-là. Probablement, si c'est ce qui nous a connectés, probablement que lui aussi recherchait ça. Peu importe, je n'ai pas le contrôle, c'est en faire une réduction, c'est mon expérience. Donc, j'ai ressenti, j'ai vu dans le regard qu'on a échangé, toute la tendresse, la douceur, l'amour, la vulnérabilité qu'on peut avoir d'une personne. Puis ça m'a fait... C'était encore plus libérateur qu'un accouchement. Ça a été... Wow! Je me suis réveillée en larmes, avec une... J'avais l'impression que j'aurais pu éclairer la ville. Je me sentais bien, je me sentais sereine, je me sentais libre. Juste parce que j'ai accepté mon rôle, j'ai accepté son rôle. Et je nous ai aimés dans ce rôle. C'est magique. Ça a été un moment magique et mémorable pour moi. Et ça l'a beaucoup boosté mon élan d'avoir envie d'aider les gens. Parce que j'avais déjà commencé à avoir des indices. Du genre, je me réveille au milieu de la nuit, des inspirations incroyables. Je me lève avec tout concept pour apprendre aux enfants comment ça se vit la vie. Donc, un espèce de schéma, métaphore d'une voiture, que les 4 roues, c'est le cœur, l'amour, le cerveau. Puis là, en tout cas, le dessin, là, je pourrais... un dessin gros de même qui illustre tous les concepts de la vie. Comment se connecter à vraiment ce qu'on est et tout ça. Après ça, tu te réveilles encore la nuit, tu écris une conférence. J'étais pas conférencière. Puis là, tu te réveilles après ça une autre nuit, des concepts beaucoup plus précis comme au niveau de la bipolarité, au niveau des dépressions, au niveau des parents-enfants, tous les apprentissages, les notions que j'avais développées au travers de tous les apprentissages. Fait que ça sortait. En quelques heures, j'écrivais des pages et des pages. Là. Mon chum, il s'est levé, il dit « C'est quoi t'as fait? J'ai écrit une conférence. J'ai écrit toute la structure pour une série de livres. J'ai écrit 12 tomes. J'ai écrit... Là, t'es comme « Et qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis pas pour mettre ça dans l'évidence, je suis pas pour le faire encadrer sur mon mur. Il faut que ça serve. Il faut que ça serve à du monde. » Et je me suis dit « Ben, je vais aider le monde. J'ai pas le droit. » Je me disais que j'avais pas le droit de garder ces apprentissages-là que j'avais faits. Puis, ça me fait toujours penser, je repense souvent à une madame que j'ai vue dans un salon qui, elle, a collectionné les décès de son entourage. Son fils était mort, son chum était mort. Je me souviens plus, elle avait 1 ou 2 enfants qui étaient morts. Sa sœur était morte. En tout cas, elle collectionnait les décès. Elle dit, pourquoi? Pourquoi? Ça l'arrête jamais. On dirait que je fais rien que passer d'un décès à l'autre. Oui, mais t'es en vie, puis t'es là. T'es rendue une professionnelle de dealer avec le décès. Faisant une connaissance. Deviens une héroïne.
au lieu d'être la femme en deuil. Donc, je me suis rendu compte que c'est en transformant qu'est-ce qu'on perçoit, qu'on peut passer de victime à héros. Comme ça, en faisant le choix. Juste en faisant le choix de percevoir notre vie différemment, tout comme j'ai choisi de ne plus être la victime de l'agresseur, j'ai choisi d'être un partenaire en développement. Je suis devenue en collaboration avec cet être-là. Je suis devenue en collaboration avec tous ceux et celles qui ont la curiosité face à comment ça se vit d'agression, comment qu'on y survit. Je suis devenue une collaboratrice, exploratrice. C'est quoi un scientifique? C'est quoi un scientifique? C'est quelqu'un qui explore, qui essaye. Ben, on est tous, c'est pour ça que j'appelle tout le monde que j'aide, tout le monde qui m'entoure, des explorateurs. On oublie qu'on est des explorateurs. Puis, pourquoi est-ce qu'il faut se plonger dans un statut de victime en étant explorateur? Ça me dépasse, mais on peut faire le choix de devenir le héros de notre histoire. Puis j'ai fait ce choix-là. J'ai choisi d'aider les gens à devenir des héros de leurs histoires. De mettre du confetti du confetti dans leur vie. On peut mettre du confetti à tous les jours dans notre vie. J'appelle ça confetti ta vie. J'ai développé un concept, ça s'appelle, mon slogan, c'est mettre du confetti dans ta vie. Il devrait passer à tout le monde en parle, toi. À tout le monde en parle! Ouais. Je sais pas, j'écoute pas la télé. C'est très intéressant, Chantal, ce que tu dis là puis c'est le but, moi, que je fais des entrevues pour aider le monde, puis toi, ce que tu dis là, c'est un fléau, ça, il y a quelqu'un qui me disait ça, tu sais, ma blonde a vécu, ben oui, mais regarde, tout le monde a vécu ça. Mais tout le monde a resté avec ça, ils n'ont pas eu l'idée, il n'y a pas beaucoup de monde, en tout cas moi j'en connais pas, tu es la première que je rencontre, tu es assez jeune, mais les gens que je rencontre qui ont été agressés, c'est l'enfer, ils vivent encore avec ça. Je me souviens d'une madame qui m'appelait, elle dit, tu sais Clermont, tu t'en rappelles, hein? Je te l'ai dit, en 3 ans, j'ai été agressé. J'ai dit, t'as dû aimer ça. T'as dû beaucoup aimer ça. Elle dit, voyons, qu'est-ce que tu dis là, non, là? Puis je dis, quel âge t'es rendu? T'as 53 ans, puis t'en parles encore. T'as dû aimer ça. Faut passer à autre chose. C'est pas vrai ce que j'ai là, mais c'était pour la secouer. Elle réveille, mais ce que tu es en train, tout ce que tu viens de dire, je trouve ça très intéressant, puis aidant aussi. Il y a des gens, j'invite les gens du Québec à venir te voir, là, parce que... Non, mais c'est la première que je rencontre qui a transformé ça, puis d'une manière aimante envers soi-même. C'est pour ça que je dis, tu devrais passer à tout le monde en parle. Je sais pas, j'écoute pas la TV. Je sais c'est quoi l'émission. Ben moi non plus. Je sais que c'est Guy à la page, oui. Mais j'écoute pas la télévision. Je trouve que c'est nocif. C'est très intéressant, puis ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment de l'aide concrète, cela, là. Puis dans un domaine où il n'y a pas beaucoup d'aide là-dedans, là, au niveau des gens qui ont vécu ces choses-là. Fait que c'est ce que j'ai choisi de faire. D'aider les gens. Bien, ça fait... ouais, c'est bon. Si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils font? Je suis accessible sur mon cellulaire. Je suis accessible par email. Mon cellulaire, c'est le 88 369 8789. Courriel, donc Chantal à commercial, contacte-moi ça. Contacte-moi.ca. Donc, c'est les façons de me joindre. Donc, je suis très facilement accessible, disponible. Oui, je suis à Saint-Joseph-de-Beauce, mais je me déplace pour couvrir Saint-Georges, Québec, parce que ma famille est encore à Québec. Donc, oui, c'est un plaisir pour moi de monter à Québec. Je fais de la consultation autant à Québec là, que tout dans
dans les environs, Chaudière-Appalaches, Québec, puis éventuellement plus loin aussi. Je veux aider les gens, donc je trouve que de pouvoir se promener, c'est une opportunité là aussi. Fait que je suis à votre entière disposition. Chantal, en terminant, ton message pour les gens, ça serait quoi? Mon message pour les gens, deviens le héros de ta vie. Juste en faisant un choix avec conviction que tu peux être le héros de ta vie au lieu d'être la victime de ta vie. Donc, je t'envoie toutes les confettis du monde. J'envoie toutes les confettis et deviens le héros de ta vie. Merci Chantal. Ça fait plaisir!